Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. 4 militants de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, ont été radiés du dit parti pour plusieurs fautes graves visant à décrédibiliser le parti dirigé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Les populations ne sortent pas en grand nombre pour retirer gratuitement leur acte de naissance dans le cadre du projet PEDEC. C'est du moins le constat fait dans plusieurs arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Et puis, la campagne électorale présidentielle a été lancée en Tunisie. Les 26 candidats en lice ont 12 jours pour convaincre plus de 7 millions d'électeurs. Merci de votre fidélité. La délivrance gratuite des actes de naissance dans le cadre du projet PEDEC suit son cours sur toute l'étendue du territoire national à une semaine de clôture. Pas d'affluence dans certains arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. C'est un constat fait par Martin Koudenoubo. De la clôture, on note pas d'affluence dans les arrondissements. C'est le cas ici, dans l'arrondissement de Glodjibé. La première phase, c'était pour 2 semaines et c'était terminé déjà le 26 passé. Mais compte tenu du fait que la population de Glodjibé, beaucoup ne sortent pas pour venir retirer les actes de naissance. Donc le comité a décidé donc de reconduire cela pour encore 2 semaines. Et nous sommes déjà dans la 3e semaine. Nous avons 10 registres à notre niveau. Vous allez constater les 10 registres. Et donc, ça fait environ 1000 actes de naissance à distribuer. Mais depuis le 12 que nous avons démarré, nous sommes déjà à près de 300 et quelques actes de naissance qu'on a distribués. Donc il reste encore près de 700 actes de naissance à encore distribuer. Même constat dans l'arrondissement d'Akasato où les populations sortent à compte-gouttes pour le retrait de leurs actes. Les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas malgré que la CTP a augmenté 2 semaines pour que les gens puissent sortir correctement. Ils ne sortent pas. On a gongonné, ils ne sortent pas non plus. Ils viennent à compte-gouttes pour retirer les actes de naissance. On n'a même pas à atteindre la moitié des actes de naissance distribués. On n'a même pas atteint la moitié des actes de naissance distribués. Voilà un peu ce qui se passe. On n'a pas d'affluence. Il précise ici les populations concernées par cette opération. Les bénéficiaires qui ont fait le rapide témoignage que les gens, ceux à qui l'État, les CV, les chefs du village et les sécu ont signé un papier attestant qu'ils peuvent faire le rapide sans présenter aucun document. Innocent Dagouto, un citoyen bénéficiaire, apprécie le bien fondé de ce projet. C'est un bon projet que le gouvernement a initié. Donc, ne restons pas à l'écart pour critiquer, ne soyons pas dirigés vers les agents avant de commencer par disqualifier cette initiative que le gouvernement a mise en place. Pour rappel, ce sont 2 419 144 actes de naissance sécurisés qui sont prévus pour être distribués gratuitement sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du PEDEC. L'opération de distribution de ces actes de naissance prend fin le 9 septembre prochain. Dans le même registre, le président du comité de pilotage RAVIP, Jean Rolou, était ce lundi matin face à la presse pour faire le point de l'opération de délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet PEDEC. À une semaine de la clôture, quel est le constat? Élément de réponse dans ce reportage de Roland Torrent-Tonéikes. Déjà 3 semaines consacrées à la délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. Et c'est pour faire le point de cette opération lancée le 12 août et prolongée le 26 août dernier que Jean Arolou, président du comité de pilotage du projet RAVIP, était face à la presse dans la matinée de ce lundi 2 septembre 2019. 1 million de citoyens béninois ont déjà reçu leur acte de naissance après un constat fait sur le territoire national. 50 communes sur les 117 que compte notre pays sont sur le point de franchir la barre des 50% de délivrance. À la tête des 50 communes, il se révèle que la commune de Bokpa
réalise aujourd'hui un taux de 93% de délivrance date de naissance. Une très belle performance. La commune de Bopa est suivie des communes des Agégués 92%, Zobodome 19%, Agbanyiz 78%, Koulekame 14%, Kové 12% et autres. Par contre, 27 communes n'ont pas enregistré les mêmes performances. Nous sommes au regret de constater que certaines communes, parmi les communes qui enregistrent les faibles performances, se trouvent aujourd'hui en tête de ces communes, la commune de Cotonou, avec un taux de 4%. La commune de Cotonou, dans cette mauvaise performance, est suivie des communes de Porte-Nouveau 14%, Semenkoji 14%, Wassapenko 16% et Materi 18%. À cet effet, Jean Aholou appelle les autorités communales à mieux s'investir pour la réussite de l'opération à une semaine de la clôture. Pour nous, il est possible d'enregistrer le taux de 90% à l'échelle nationale. Si les acteurs locaux, c'est-à-dire les maires, avec leur conseil communal ou municipal, s'ils s'investissent aux côtés du gouvernement pour le succès de cette opération. Nous sommes à une semaine, puisque l'opération prendra fin le 9 septembre prochain, donc tout est encore possible. Les citoyens concernés par cette opération sont donc priés de se rendre dans leur arrondissement de naissance pour le retrait de leur acte contre 0 francs. Le gouvernement a mis en service, vous le savez, le jeudi 29 août 2019, la centrale électrique de Maria-Gleta 2. Comment les citoyens apprécient-ils la construction de cette infrastructure? Nous vous proposons de suivre au micro de Roland Toné-Inkes quelques citoyens. Nous, en tant que techniciens dans le domaine, nos clients se plaignent tout le temps par ces coupures. Il y a des appareillages qui se gâtent à leur niveau. Donc vraiment, la venue de cette centrale électrique donne un ouf de soulagement et vraiment, nous aurons une crédibilité à notre sein d'expliquer clairement maintenant à nos concitoyens, surtout de la commune d'Abomey-Calavi, pour leur faire savoir que vraiment on a un courant potable. Que en nous, maintenant, avec cette stabilité en énergie électrique, c'est-à-dire nous sommes fiers que, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un technicien, sa fierté, c'est l'aisance et le travail bien fait, le soulagement de nos clients qui font notre bonheur. Ce que moi je pense, c'est une bonne chose. Auparavant, il y a des coupures de gauche à droite, on ne pouvait pas travailler tranquillement, mais actuellement, quand ils ont inauguré, moi je pense que c'est une bonne chose. Le gouvernement de M. Patrick Talon, il a bien fait. Donc, il est en train de travailler. Donc ce que moi je pense seulement, comme il n'y a pas de coupure, donc tout va redémarrer normalement, comme ça te doit. Moi je souhaiterais qu'on va construire, comment dirais-je, d'autres centrales électriques dans d'autres communes. C'est ce que moi je souhaiterais. Pourquoi pas dans Zé? Chaque jour, il y a coupé de courant. Chaque jour. Presque tous les jours. Donc, ça embête. Bon, ça a changé un peu. Depuis quelques jours, depuis 2 jours comme ça, je vais dire. Ça a changé. Très contente. Je félicite son Excellence Patrice Talon et je l'encourage à faire encore plus. Je vous en parlais dans les titres. Par décision numéro 0001, PDTE 09-2019 en date du lundi 2 septembre 2019, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a entériné la radiation de 4 de ses militants. Il leur est reproché d'avoir délibérément violé les tests qui régissent le fonctionnement de la formation politique. Les sieurs et dames Igor Alignon Boko, Modeste Onidje, Olga Aïe
Keïna et Gabriel Arodi mis en cause pour faute lourde inadmissible au regard des tests du parti ne sont plus militants du parti UDBN. C'est du moins la décision prise par le bureau exécutif national de ce parti. Toujours, le bloc républicain s'élargit dans la 6e circonscription électorale. Laisse parti Le Réveil et son président Dansou Dossa ont rejoint ce samedi 31 août le parti du Cheval Blanc. C'était devant plusieurs autorités politico-administratives, mais aussi en présence de la population de Zinvier. Le point, c'est avec Frédéric Espoir Oumambou et Fréjus Fiossi. Pour la circonstance, l'honneur a échu au conseil communal Noël Toffon, en sa qualité de président du comité d'organisation, de planter le décor. La présente cérémonie de déclaration portant sur l'adhésion librement consentie au bloc républicain de l'ex-parti Le Réveil du président Dossa Dansou Félix s'inscrit dans la dynamique du regroupement de la flopée des partis politiques né créé après la conférence nationale en de grands ensembles, tels que définis par la loi portant charte des partis politiques, désormais en République du Bénin. À sa prise de parole, Félix Dansou Dossa trouve que c'est un jour particulier pour sa personne, mais aussi pour les populations de la localité de Zinvier, puisque, dit-il, cette adhésion au bloc républicain vient de ce qu'il reste préoccupé par le bien-être de ces populations. Chère population de Zinvier et environ, vous êtes mon souci permanent et c'est la raison pour laquelle surtout je me bats nuit et jour pour vous. Et comme la solution à ce souci réside dans le grand groupe politique dénommé Bloc républicain, je déclare donc ici mon adhésion totale et indéfectible et celle de mon ex-parti Le Réveil au Bloc républicain. Et Patrice Oussou-Guédé trouvera le nouvel adhérent et son parti comme des compagnons de route dans la quête du développement de la 6e circonscription électorale. Nous ferons le combat ensemble pour sortir la commune d'Abomey-Calavi, la 6e circonscription électorale et le département de l'Atlantique des griffes du sous-développement avec le soutien déjà effectif du chef de l'État. C'est pourquoi Jean-Michel Abimbola, en sa qualité de président du Présidium du bureau politique du Bloc républicain, lance ce message à l'adresse des siens. Par votre acte de courage, vous décidez de faire chemin désormais avec le Bloc républicain qui s'enorgueillit à juste titre de vous compter dans ses rangs. C'est pourquoi je vous prie dès cet instant, militantes et militants républicains d'ici et d'ailleurs, au-delà de nos applaudissements, de considérer désormais nos nouveaux camarades comme des militants de vieille date. Cette adhésion vient agrandir le champ magnétique du parti pour qui l'avenir s'annonce radieux selon les initiateurs. Sport, les écureuils du Bénin ne seront pas en marge des 2 prochaines journées FIFA. Le Bénin affrontera en amical la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Dans ce cadre, Michel Dussuet a publié une liste de 23 joueurs avec quelques surprises. Frédéric Espoir Ouambou, Damien Pedro. Pour ces 2 rencontres amicales, Bénin-Côte d'Ivoire le 6 septembre et Algérie-Bénin 3 jours plus tard, Dussuet a préféré laisser 8 des joueurs qui ont fait l'expédition de la CAN Égypte 2019 en rade. Une stratégie que le coach Narcisse Ndong apprécie. Parce que quand vous voyez l'équipe qui a évolué à la CAN, en temps normal, il n'y a pas une relève. Donc il faut déjà préparer la relève. Moi, je pense que sa stratégie n'est pas mauvaise. Après analyse minutieuse des nouveaux choix du sélectionneur béninois, Isaïe Avanon, entraîneur à Énergie Football Club, parle d'une possible nouvelle philosophie de jeu à venir. Il faut commencer par louer ce courage de sélectionneur Michel Dussuet, de penser à de nouvelles têtes. Sûrement qu'il a une stratégie de remettre le groupe à neuf
ou de donner une nouvelle philosophie de jeu à son effectif. C'est donc pour cela qu'il a mis de nouvelles têtes dedans en écartant bien sûr d'autres. Aminoulaye Sabi Mekiré trouve au-delà de tout que c'est une prime à la jeunesse que prône Michel Dussuyer. J'ai confiance en Dussuyer parce que déjà pour la liste pour la CAN, tu sens qu'il a confiance en la jeunesse. Et il a une fois encore confirmé parce qu'avec les nouvelles têtes qu'il a eu à convoquer, comme un certain Assoba qu'on a vu ici avec les juniors, Maël, on n'a pas encore vu jouer, mais pour ce qu'on apprend, ça doit être un bon joueur. Et on avait un problème sur le côté droit, on a un problème avec nos latéraux, le latéral droit surtout. Et je crois qu'aujourd'hui on a 2 bons latéraux que nous allons pouvoir exploiter pour le meilleur de notre football. Isaïe Avanon va ajouter que cet appel fait aux joueurs évoluant dans le championnat national béninois doit être vu comme une aubaine pour les locaux. Mais il va falloir travailler pour y rester. Je pense que ceux-là qui ont été à la CAN, qui ont été laissés pour l'instant, ce n'est pas définitif. C'est assez nouveau qu'on a convoqué, de prouver effectivement qu'ils ont quelque chose, qu'ils sont capables de rester dans le groupe, histoire de faire sortir totalement les autres ou non. Quant au coach de l'association sportive du port autonome de Cotonou, l'arrivée de nouveaux expatriés permet de pallier certaines lacunes. Les expatriés qui ont pu intégrer le groupe, c'est aussi une bonne chose parce qu'il faut toujours faire avec ces gens-là, même si cette formation ne vient pas de nous. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait en Afrique. On essaie de compenser notre déficit de formation avec les expatriés. Mais malgré tout, Idrissou Muntari pense qu'il y a certains cas sur lesquels le sélectionneur Michel Dussuyer devra revenir. Mon coup de gueule va à Michel Dussuyer pour qu'il revoie le cas de Marcelin parce que c'est un très grand talentueux. Si le Bénin perd ce joueur, c'est pas bien. Quoi qu'il en soit, ce n'est ici que des matchs amicaux. Et donc, pour pouvoir figurer dans la liste pour les prochaines compétitions, chacun doit pouvoir mériter sa place. Actualité en dehors du Bénin, le ministre des Affaires étrangères allemand arrive au Soudan, initiant l'ouverture diplomatique du pays, longtemps attendue après 3 décennies sous le régime autoritaire d'Omar el-Béchir, destitué en avril après des mois de contestation. On écoute. Le ministre allemand des Affaires étrangères visite le Soudan pour mieux connaître les courageux jeunes hommes et femmes soudanais qui ont été la colonne vertébrale de la révolution et des manifestations pacifiques qui ont abouti à ce transfert de pouvoir. Nous nous attendons à une visite très intéressante. Il sera ici toute la journée et rencontrera le général Bourhan, général Abdel Fattah el-Bourhan et le premier ministre Hamdok Abdallah Hamdok, ainsi que de nombreuses personnes et des représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement. Le ministre des Affaires étrangères allemand arrive au Soudan, initiant l'ouverture diplomatique du pays longtemps attendue après 3 décennies sous le régime autoritaire d'Omar el-Béchir, destitué en avril après des mois de contestation. Tout un pays face à son avenir. Le 15 septembre prochain, quelques 7 millions de Tunisiens seront appelés aux urnes. Un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit consolider les acquis démocratiques. L'élection d'un nouveau président, c'est un signe de démocratie. Bien sûr, le décès du président Essebsi fin juillet fait que le calendrier des élections va être inversé. On va élire un président le 15 septembre et une assemblée législative le 6 octobre, alors que ce qui était prévu, c'était l'inverse. C'est important parce que le régime qui a été instauré par la Constitution de 2014 est un régime essentiellement parlementaire. Une avancée démocratique non sans incertitude au vu du nombre de candidats. Ils sont 26 au total à avoir lancé officiellement leur campagne lundi.
Compliqué de se faire une idée des favoris puisque l'ISI, l'instance chargée d'organiser des élections, a interdit la publication de sondages pendant la campagne. Malgré ça, certaines enquêtes d'opinion circulent quand même. Chahed. À Tunis, il a posé les bases de sa future politique. Sécurité. Autre point fort de son programme, la sécurité. Après avoir délégué fin août ses pouvoirs, il souhaite créer une zone de libre-échange avec l'Algérie voisine et augmenter de 15% le budget de la sécurité, quelques heures après la mort d'un membre de la garde nationale et de 3 extrémistes armés lors d'échanges de tirs à la frontière algérienne. L'autre candidat le plus souvent mis en avant, c'est lui. Nabil Karoui, homme d'affaires, incarcéré depuis le 23 août dernier après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Malgré ce scandale, l'ISI a validé sa candidature. Pour son premier meeting, c'est son épouse, Salwa Smaoui, qui a assuré son rôle à contre-cœur. Aujourd'hui, je ne voulais pas de feu d'artifice, mais ce n'est pas grave, nous allons faire la fête. Mais il y a un peu de tristesse, parce que je ne suis pas à ma place ici. C'est la place de Nabil Karoui. Il n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais il est présent dans nos cœurs. Des soupçons entourent cette incarcération. En effet, les soutiens de M. Karoui ont accusé Youssef Chahed d'en être l'instigateur. Pour cause, le gouvernement Chahed avait présenté une loi éliminant M. Karoui de la course, mais cet amendement, voté au Parlement, n'a pas été promulgué par Essebsi. Le Premier ministre a lui nié tout lien avec l'arrestation de M. Karoui, affirmant que celle-ci avait renforcé la popularité de cette personnalité médiatique en campagne depuis des mois, à coup d'opérations de bienfaisance, dont sa chaîne Nesma TV s'est largement fait l'écho. Le timing de cette arrestation impacte, perturbe le climat politique, mais celui-ci ne fait que prouver l'indépendance de la justice. Le chef du gouvernement ne nomme pas les juges, ne peut pas les révoquer et ne peut pas les muter. Ces pratiques sont terminées. Le nouveau système judiciaire est totalement indépendant. Le jour de l'arrestation, il y a eu des centaines de mandats d'arrêt. Le vice-président de la municipalité de Béja a été par exemple arrêté. Pourquoi personne n'en a parlé? Parce qu'il n'y a pas de télévision ou de personne pour le défendre? Très proche du parti sécuraliste Nida Tounes, qui avait servi de rampe de lancement à Essebsi en 2014, Karoui et Chahed apparaissent comme les deux figures fortes de cette élection tunisienne. Problème, cette lutte des clans favorise implicitement un autre parti d'inspiration islamiste, le parti Ennahda. Principale formation au Parlement, présente pour la première fois son propre candidat, le président par intérim de l'Assemblée, Abdel Fattah Mourou. Cet avocat septuagénaire, à la verve appréciée, porte l'habit traditionnel tout en prenant l'ouverture du parti. Autre candidat à surveiller, M. Zbidi, technocrate sexagénaire sorti de l'ombre après avoir été appelé au chevet d'Essebsi. Kaïs Sayed également, un universitaire indépendant, néophyte en politique, ou encore plusieurs anciens ministres et premiers ministres, comme Mehdi Joma, ex-chef d'un gouvernement de technocrates, ou Hamadi Jebali, un dissident d'Ennahda. Vous l'aurez compris, cette élection reste ouverte et restera probablement ouverte au second tour. Quoi qu'il en soit, ces élections doivent permettre à la Tunisie de poursuivre son processus démocratique qui a tenu bon malgré un malaise économique et social persistant et une situation sécuritaire difficile. Pour Riyad Sidaoui, politologue tunisien et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, l'incarcération. Vous avez dû le corriger par vous-même. Vous venez de suivre un reportage de nos confrères de la RT France sur la campagne électorale présidentielle en Tunisie qui a démarré ce lundi. Et puis les relations américaines et polonaises sont au beau fixe. En témoigne la visite du président américain qui a été reçu par le chef d'État polonais au lendemain des commémorations des 80 ans du début de la Deuxième Guerre mondiale. Deux hommes ont donné une conférence de presse commune. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'adorent. Je voudrais parler d'une perspective purement humaine de mon point de vue. Exprimer des mots très chaleureux de gratitude envers vous et votre femme. Nous ne sommes pas juste des alliés. Nous sommes Rodzina, la famille. Mais on se doute bien que cette belle histoire d'amitié indestructible entre les nations a un corollaire, se détourner des Russes. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'a pas été convié aux célébrations de la Seconde Guerre mondiale, malgré les bons et loyaux services des soldats de l'armée rouge à compter de 1941,
comme les Américains le célébraient à l'époque. Le front de l'Est, les 27 millions de morts, civils et soldats russes tombés sur le champ de bataille durant les affrontements contre les nazis, balayés. En revanche, les membres de l'OTAN étaient bien au rendez-vous. En mars, le président polonais avait justifié ce choix en évoquant le pacte germano-soviétique et l'invasion de la Pologne par les Russes au début du conflit. Et lors de la conférence de presse, le président Duda n'a pas mâché ses mots envers Moscou. La situation avec la Russie est très difficile. Si quelqu'un réalise ses ambitions impérialistes en changeant les frontières, en procédant à des attaques militaires, c'est ce qu'il se passe. Ce sont des faits objectifs. Ça s'est passé en 2008 en Géorgie, en 2014 en Ukraine. Il y a toujours un conflit en cours. L'Ukraine ne contrôle pas son territoire. C'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'on ne doit pas agir en plaçant le business avant tout. C'est ma position. C'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver en Europe. Impérialiste, la Russie ? Examinons les termes de la belle relation entre Varsovie et Washington. Dans la corbeille de la mariée, on retrouve un pacte sur la 5G et une ouverture prochaine de visa aux travailleurs polonais. La belle affaire. En contrepartie, les Polonais vont passer commande d'une trentaine d'avions de combat américains. La coopération militaire est renforcée. La modernisation de l'armée polonaise, qui dit craindre pour sa sécurité, est en marche. Varsovie, qui compte s'affranchir de ses liens avec Moscou, ne renouvellera pas son contrat avec l'entreprise russe Gazprom en 2022. Elle a signé un contrat énergétique portant sur le gaz naturel liquéfié d'origine américaine pour un montant de 8 milliards de dollars, selon Donald Trump, sachant que le gaz russe est moins coûteux. Mais Mike Pence ne laissera rien passer. Personne n'a le droit d'adhérer au projet russe Nord Stream 2. Nous sommes reconnaissants envers le président Duda pour sa position ferme. Pas juste pour l'indépendance énergétique de la Pologne, mais parce qu'il s'assure que l'Europe ne devienne pas énergétiquement dépendante de la Russie dans le futur. Ah, qui sont les impérialistes déjà ? Et puis quand on a un bon ami, il peut parler en votre nom, c'est pratique. Avec ses efforts pour s'ingérer dans les élections à travers l'Europe et dans le monde, c'est à notre tour de rester vigilants au sujet des intentions et des actions de la Russie. Et puis 1000 soldats américains supplémentaires vont s'implanter sur le sol polonais. Le président Trump a même songé à créer en Pologne un Fort Trump, mais dont la note serait réglée par les Polonais. Quand on a des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, russes ou autres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour ces quelques ratés. À demain.